On va y aller parce qu'on va prendre trop de retard. Est-ce que la bibliothèque du Bouscat est là? D'accord, installez-vous. C'est un peu haut. Voilà, là c'est bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Aurélia Larague, je travaille à la médiathèque du Bouscat, en Gironde. La ville du Bouscat est une ville d'environ 25 000 habitants, située au nord de l'agglomération bordelaise. Elle accueille depuis 2011 des personnes qui doivent effectuer un TIG. Alors qu'est-ce qu'un TIG? TIG pour travail d'intérêt général. Un TIG est une sanction pénale infligée à une personne ayant commis une infraction. La personne qui doit effectuer un TIG doit travailler dans une association, une collectivité locale ou un service de l'État. Elle n'est pas rémunérée pour le service qu'elle rend et si elle n'effectue pas sa peine, elle peut être sanctionnée. En effet, un TIG est une alternative à une peine d'emprisonnement. Alors, comment les choses s'organisent-elles à la ville du Bouscat? La ville du Bouscat a reçu une habilitation en 2011 pour recevoir dans ses services des personnes devant effectuer une période de TIG. La ville a identifié dès 2011 un certain nombre de services volontaires pour accueillir des personnes en TIG. Les services voirie, bâtiments, espaces verts, bureau information jeunesse et la médiathèque ont été identifiés comme des services volontaires pour l'accueil de TIG. C'est cette variété des tâches possibles, des tâches à la fois techniques et administratives, qui a intéressé le SPIP. Alors je vais souvent prononcer le mot SPIP. SPIP, c'est pour Service pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est l'interlocuteur privilégié des communes qui reçoivent dans leur service des personnes devant effectuer un TIG. On peut revenir juste avant ? Merci. La ville a non seulement identifié un certain nombre de services volontaires, mais elle a également identifié une personne au sein de son organisation comme interlocuteur privilégié du SPIP. Il s'agit d'un directeur de pôle, d'un attaché territorial au sein de l'administration qui coordonne les relations entre la mairie et le TIG et le SPIP. Concrètement, comment l'accueil se déroule-t-il au sein de la médiathèque, service volontaire? Tout d'abord, le SPIP, lorsqu'elle a un besoin, prend contact avec notre interlocuteur de la mairie et organise avec lui un rendez-vous qui se tient à la mairie en présence de la personne qui doit effectuer un TIG, de la direction de la bibliothèque et du référent mairie. Ce premier rendez-vous, il est extrêmement important. Il nous permet de prendre contact avec la personne que l'on va accueillir. C'est aussi l'occasion de lui présenter les tâches que nous allons lui confier, de lui rappeler quelles sont les attentes et les exigences de la collectivité. Nous avons parfois affaire à des personnes éloignées du monde du travail et il convient aussi de leur rappeler quels sont les horaires qu'ils doivent respecter et quelles sont donc les attentes du service d'accueil. C'est aussi l'occasion, ce premier rendez-vous, de définir la période de travail. En effet, certaines personnes en TIG ne peuvent pas réaliser de façon consécutive la peine qu'ils doivent effectuer. Et donc le temps est fractionné sur plusieurs semaines ou plusieurs jours, parfois plusieurs mois. Alors ce premier rendez-vous, il est aussi capital parce qu'il est l'occasion pour la collectivité, si elle le souhaite, de ne pas donner suite à l'accueil. Pour la partie médiathèque, ça ne s'est jamais présenté. Nous avons toujours donné suite à l'accueil de la personne que nous avons rencontrée au cours du premier rendez-vous. Autre chose importante, si la collectivité détaille les horaires, les conditions de travail et les tâches que nous allons confier à la personne en retour ne nous dit pas les motifs de sa condamnation et nous ne posons pas la question. C'est un accord
que nous avons convenu avec le SPIP. Nous avons une relation de confiance avec le SPIP. Nous savons que si le SPIP nous confie certaines personnes, c'est qu'elle sait que le profil de la personne est adapté à la médiathèque ou que la médiathèque est adaptée au profil de la personne. La personne est libre ensuite, durant son temps de présence à la médiathèque, de se livrer et de nous dire éventuellement les raisons de sa condamnation et du TIJ. Alors voilà pour la première prise de contact. Qu'en est-il ensuite au moment de l'accueil? Eh bien, en qualité de lieu d'accueil, nous sommes chargés d'assurer la prise en charge au quotidien de la personne devant effectuer un TIJ, de favoriser son insertion au sein de l'équipe. L'idée n'est pas de le laisser travailler de façon isolée, mais de l'intégrer bel et bien comme un stagiaire. Et c'est d'ailleurs dans d'autres services, eh bien, sous le statut de stagiaire que les TIJ sont intégrés. Pour ma part, à la médiathèque du Bouscat, j'ai fait le choix de dire à mon équipe quel type de personnes nous allons accueillir. Je savais mon équipe impliquée, bienveillante, ouverte, et elle a justement apprécié d'avoir été retenue comme équipe d'accueil potentielle. Nous veillons donc à ce que les heures de travail soient effectuées. Nous informons aussi le SPIP de tout élément nouveau qui pourrait apparaître au cours de la mission, de toute absence également. Il ne s'agit quand même pas d'un accueil comme les autres, donc nous sommes tenus, en qualité de lieu d'accueil, de tenir informé le SPIP de tout retard ou de toute absence injustifiée. Et nous transmettons au SPIP, à la fin de la mission, à la fin de la période d'accueil, une fiche horaire signée par la personne condamnée ainsi que par le service d'accueil, ce qui permet d'attester que les heures ont bien été effectuées. Alors, quelles tâches confions-nous? Les périodes durant lesquelles le TIJiste, c'est ainsi qu'on l'appelle, est présent, ne permet pas d'aborder énormément de sujets et de tâches. Donc, comme vous pouvez le constater, il s'agit essentiellement de tâches en lien avec le traitement physique du document. Couverture, estampillage, cotation, petite réparation, rangement. La médiathèque du Bouscat est assez récente dans sa forme actuelle. Elle a 2 ans. Nous avons commencé à accueillir des TIJ dans l'ancienne bibliothèque, mais au moment de l'ouverture du nouveau bâtiment, nous avons accueilli successivement plusieurs TIJ et ces derniers nous ont aidés à la mise en rayon des documents dans le nouveau bâtiment, ainsi qu'à la recotation, au puçage et à l'encodage lors de la mise en place de la RFID. Alors, quel est le bilan? Si la ville du Bouscat est habilitée depuis 2011 à recevoir des TIJ, la médiathèque, elle, n'a commencé à en accueillir que depuis 2012. Au total, 7 personnes d'âge et d'horizons différents ont été accueillies. J'insiste sur la notion d'âge et d'horizons différents. On a parfois des idées un peu préconçues sur les personnes qui peuvent avoir des TIJ à réaliser. Il ne s'agit pas uniquement de jeunes délinquants qui ont fait des bêtises, pas du tout. Les profils sont extrêmement variés. Des personnes déjà retraitées qui, pour un outrage à agent, ont une peine de TIJ à effectuer. Des personnes éloignées du monde du travail et en situation presque d'illettrisme ont également été accueillies dans notre service. Et puis des jeunes en apprentissage ou des jeunes chefs d'entreprise. Donc ça nous a fait aussi apprendre un certain nombre de choses et en tout cas à revoir un petit peu notre façon de... Voilà, on a changé notre regard sur ces peines et sur les TIJ. Comme je vous le disais tout à l'heure, les heures ont été effectuées de façon soit consécutive, soit fractionnée. Il n'est pas question aussi pour le SPIP que le TIJ soit une entrave à l'activité de la personne condamnée. Donc on a par exemple aménagé le temps d'accueil d'un étudiant qui était en alternance et le temps aussi d'accueil d'un salarié qui devait attendre sa période de congé pour effectuer sa peine. Les durées sont très variables. Nous accueillons des personnes pour une durée de 35 heures, 70 heures, 120 heures, parfois plus. Le bilan côté équipe, un bilan positif et... Enfin, positif, le terme est peut-être mal choisi. En tout cas, une expérience enrichissante et valorisante pour l'équipe. Peu de craintes et d'inquiétudes exprimées.
quelques questions bien normales lors de l'accueil du premier tige. Mais très vite, les collègues ont bien compris aussi l'intérêt de l'accueil de tiges en médiathèque, parce qu'en fonction des personnes que nous accueillons, le tige peut avoir une portée pédagogique, une réelle utilité sociale, participer à l'insertion sociale de certaines personnes, notamment celles qui étaient les plus éloignées de l'écrit. Et certaines personnes en difficulté au moment du rangement ou de la cotation n'ont pas si mal vécu leur tige que cela, sont revenus nous voir quelques mois après l'exécution de leur peine. On a même eu un ancien tailleur qui nous a laissé sa paire de ciseaux. C'est pas anodin pour ce métier-là, et il a réalisé un petit manteau pour le petit loup d'Ophélie Dorian Lallemand, que vous connaissez certainement en littérature jeunesse. Donc on avait la peluche d'Oriane Lallemand à la bibliothèque, la mascotte un peu de nos lectures pour les jeunes. Et il a taillé un joli petit veston à ce petit loup à la fin de sa mission. Voilà. Et on n'a plus eu de ses nouvelles, mais c'était voilà, quand même une trace de son passage parmi nous. Les facteurs de réussite de ce type d'accueil, pour moi, pas de réussite possible sans l'engagement, l'implication, la bienveillance des membres de l'équipe, l'ouverture d'esprit. Et puis aussi cet accompagnement au quotidien qui est à réaliser. Alors c'est vrai avec tout nouvel arrivant dans une structure, tout stagiaire. C'est vrai aussi pour l'accueil de tiges. Veillons à ce que la personne ne travaille pas seule et de façon isolée. Voilà, quelques rayonnages de la médiathèque du Bouscat. Justement, les bacs à BD, un des tiges a participé à la mise en rayon des BD avant l'ouverture. Voilà. Donc on accueille la médiathèque du Haillan qui va nous montrer comment, avec Bibliogironde, ils ont mis en place le brevet informatique et Internet adulte en bibliothèque, le B2IA. Bonjour. Donc, je m'appelle Philippe Feuillard, je travaille actuellement à Biblio.Gironde, qui est l'ex-BDP de la Gironde. On m'entend pas? Il faut que je demande plus. Ah bon. Je peux me baisser. Donc, je m'appelle Philippe Feuillard, je travaille actuellement à Biblio.Gironde, ex-BDP de la Gironde. Et donc, on vient vous présenter ce projet qu'on a mené avec la ville du Haillan et 5 autres bibliothèques ou cyberbases et le rectorat. Donc, pour commencer, on va vous expliquer voilà, ce qui est le B2I rapidement. Donc, le B2I est un diplôme qu'on passe actuellement en école primaire, en école secondaire. Donc, tous les enfants sont susceptibles de l'avoir. Tous les enfants sont susceptibles de l'avoir. À terme, toute une génération va l'avoir. Et depuis quelques années, le rectorat a décidé, l'éducation nationale a décidé de l'ouvrir à d'autres structures que les écoles, notamment dans une logique de formation adulte. Ce qui s'est passé, c'est que lors d'une réunion de territoire, comme on peut en avoir régulièrement à Biblio.Gironde et probablement dans toutes les autres BDP, une de nos communes nous a alerté sur ce dispositif et nous a demandé de nous renseigner. Donc j'ai pris rendez-vous au rectorat et on a vu un peu les manières de pouvoir faire. Donc pour aller vite, et Aurélie vous détaillera après ça, mais il y a une double accréditation en fait à avoir, une accréditation du lieu et une accréditation de la personne. Super. Donc une fois le rendez-vous avec le rectorat fixé, on a décidé de sonder un petit peu les communes qui étaient en capacité technique, parce qu'il faut quand même avoir un lieu spécifique et dédié pour ça. On a contacté les bibliothèques, on a organisé une réunion avec le rectorat à Biblio.Gironde, enfin au bâtiment de la BDP. Suite à cette réunion, donc 6 structures se sont désignées et on a entamé la procédure d'agrément. Donc une visite accompagnée de l'éducation nationale sur les sites pour valider bien le matériel. Et ensuite 2 sessions de demi-journée de formation à la BDP. Les enjeux principaux pour la BDP, pour nous, indépendamment de effectivement proposer un service supplémentaire, c'était aussi d'amener une forme de diplôme dans les espaces numériques. C'était une des difficultés qu'on avait. Il y a beaucoup d'ateliers, mais on a beaucoup de mal à décerner un diplôme. Là, on a en capacité de décerner un diplôme de l'éducation nationale.
Je vais employer un mot de novlangue comme ma collègue ce matin, mais c'est aussi développer l'employabilité des usagers, et ça joue beaucoup. Il y avait une grosse volonté de lutte contre la fracture numérique aussi, puisque les seuls établissements qui proposaient le B2I adulte en Gironde étaient situés sur la métropole bordelaise. Donc c'était pas satisfaisant de ce côté-là. Et enfin, il y avait aussi une volonté de développer, créer une dynamique de groupe sur les établissements publics numériques qui allaient partir avec nous, puisque depuis la perte du label Cyberbase, ça manquait un petit peu de liant sur certains domaines. Voilà. Donc, bonjour, Aurélie Frimodeau, animatrice multimédia à la Bibliothèque du Hayan. Donc, je vais vous parler un peu plus concrètement de cette expérience qu'on a mis en place nous au Hayan. Donc on peut se dire que ce projet il nous a intéressés dès le début parce qu'il coïncidait vraiment avec notre volonté de vouloir réorganiser un peu notre offre d'ateliers informatiques. En fait, jusque-là, on proposait des ateliers qui étaient, on va dire, un peu toujours les mêmes pour les mêmes personnes qui, au final, ne progressaient presque pas, voire quasiment pas. Donc ce projet de B2I nous a vraiment permis de proposer une réelle programmation, une formation qualifiante et certifiante. Et on peut dire que dès le début, on a pu voir que le public se renouvelait. On avait différents profils maintenant et ils montaient en compétences. Donc on a pu accompagner leur montée en compétences. Donc en fait, ce projet a légitimé notre offre et notre service. En termes de moyens, on peut dire qu'on a une salle informatique équipée de 6 ordinateurs, 6 tablettes, on a des documents, des jeux et un accès aussi aux ressources numériques, celles de Bordeaux Métropole et de Biblio-Gironde. On a quand même fait face à quelques obstacles d'ordre technique. On avait certaines pannes qui étaient récurrentes, un débit parfois limité et des connexions très sécurisées. Mais du coup qui ont mis un peu de temps à se régler du fait de la métropolisation et de la mutualisation des services informatiques, ce qui n'a quand même pas empêché du coup, notre bibliothèque de devenir centre agréé pour passer le B2I. Donc du coup, après la visite de Biblio-Gironde et du rectorat dans la salle informatique, le lieu a été validé. En ce qui concerne mon habilitation en tant qu'évaluatrice, du coup, j'ai fait une demande de candidature, j'ai rempli l'équivalent d'une feuille et j'ai joint un CV. Et ensuite, il y a eu, donc, du coup, comme tu disais, la formation à Biblio-Gironde animée par le rectorat, avec donc, les autres personnes habilitées et moi-même. On a suivi une formation donc, animée par la personne du rectorat pour en fait, nous aider du point de vue pédagogique pour les futures évaluations qu'on aurait à mener. Donc du coup, avec les autres personnes, on a réalisé collectivement on a rédigé en fait les tutos d'évaluation ainsi que leurs corrigés, ce qui fait que en fait, je suis partie pour la mise en œuvre avec une bonne base de travail. Donc la mise en œuvre du projet a commencé avec la communication, c'était une communication, on va dire, modeste, via le bulletin municipal, un affichage à la bibliothèque et puis chez nos partenaires. Parallèlement à ça, j'ai commencé vraiment la mise en œuvre du projet avec, on peut évaluer ça entre 50 heures et 100 heures de réalisation, de mise en place. Donc ça comprend, on va dire, la rédaction des tutos, la rencontre avec les personnes pour leur expliquer tout simplement ce que c'était et à quoi ça correspondait. Et ensuite, j'ai mis en place leur évaluation. Donc c'est, on va dire, la méthode que moi j'ai pu mettre en œuvre. Mais ce projet, il est quand même assez souple, c'est-à-dire qu'il s'adapte en fonction des structures et des candidats. J'ai choisi de faire des tutos de formation, des points d'étape, des bilans, etc. Parce que j'en avais les moyens de les accompagner. Mais j'ai pu valider un candidat, donc lui faire passer l'évaluation sans l'avoir jamais vu en atelier. C'est-à-dire qu'on peut ne faire que de la validation de compétences. On peut, et je l'ai aussi fait, les rediriger vers des ressources numériques, donc de l'auto-formation, ne jamais les voir en atelier parce qu'ils ont d'autres préoccupations, ils sont occupés, ils travaillent, etc. Et les voir juste pour valider en fait, leur parcours. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, par la souplesse, on a mené une première session de 5 à 6 mois
18 ateliers ont été donnés à raison d'1 heure par semaine. Et j'ai pu certifier 4 personnes qui ont eu leur diplôme. Pour faire un petit bilan après cette première expérimentation, on va initier la deuxième, qui est pleine depuis juin dernier, et on a doublé notre effectif. C'est-à-dire qu'on a maintenant 8 candidats. Et on a plus de demandes que de places. C'est-à-dire que je n'attends que la possibilité de rediriger vers d'autres bibliothèques parce que j'ai plus de place, je n'ai que 6 postes, ou alors je propose de l'auto-formation. Donc c'est un réel succès. Et malgré la communication modeste, du coup, ça a très très bien fonctionné. Il y a une vraie dynamique qui s'est mise en place. Parce que comme je l'ai dit au début, c'est vrai qu'on cherchait un peu notre organisation. Avec le B2I, on l'a réellement trouvé. Et les personnes aussi, parce que les publics se renouvellent. On a différents profils que je ne voyais pas. Donc du coup, il y a une réelle dynamique. Ça répond à un vrai besoin parce que les gens sont au rendez-vous. Et ça permet aussi de repenser nos espaces et la place aussi du numérique dans les bibliothèques. Donc on a une animatrice ravie, des candidats diplômés, autonomes et satisfaits. Si on peut lancer la vidéo. J'aurais bien aimé recevoir ici une candidate qui devait venir mais qui malheureusement n'a pas pu pour raison médicale. Mais vraiment, j'espère que vous allez voir leur enthousiasme. Voilà, merci. J'avais envie, franchement, de venir tous les mercredis. Bon, il faut que j'y aille, c'est mon cours, c'est le B12I, il faut que j'y aille, c'est pour l'examen. Non, là c'était, on est mercredi, c'est bon, j'y vais. L'interaction, on s'aidait, c'était très convivial, c'était pas tous rivés sur son ordinateur en train de se demander il faut que j'y arrive, voilà. Donc ça, c'était très bien. C'était très agréable et moi qui déteste l'informatique, j'ai appris à aimer l'ordinateur, je me suis réconciliée avec l'informatique et voilà, j'ai appris des choses très intéressantes. On a beaucoup moins d'appréhension. La bibliothèque, je me sens très bien, très à l'aise, je suis très bien accueillie, je me sens vraiment, c'est comme une deuxième maison ici. C'était vraiment très bien, très agréable, tout s'est très bien passé. J'ai eu beaucoup de chance de faire cette expérience-là et j'en suis reconnaissante. Voilà. Pour le mot de la fin. Moi si j'étais refaire, je le referais. Je referais cette expérience 1000 fois s'il fallait la refaire. À refaire. Non, franchement, ouais. Vous le referiez? Ouais. On repart pour une session? Ouais. Si on vous dit demain, vous recommencez? Bah oui, avec plaisir. Il faut quand même dire que l'examen, c'est pas facile. Mais c'était super bien. sympa. Honnêtement, c'est une bonne idée, ça, ce qu'on avait dit après l'examen. Ouais. C'est de faire une espèce de blog pour une expérience de ceux qui l'ont déjà fait pour que ça serve. C'est mieux l'examen avant que l'examen. Je voulais juste rajouter pour parler des profils, on a jusqu'à présent des personnes en reconversion professionnelle qui, pour des raisons par exemple médicales, ont dû se réorienter et du coup cette formation leur donne vraiment accès à des bases informatiques. Certains nous disent qu'ils n'ont pas pu retrouver du travail ou alors on les refusait parce qu'il manquait de bases informatiques. Donc là, ils repartent avec des bases. Il y a une personne entre-temps qui a retrouvé une formation. Quelqu'un d'autre apparemment qui a retrouvé du travail. Et là, les autres profils que j'ai pour la deuxième session, ce sont soit des personnes âgées qui veulent se remettre un peu dans le bain, soit le même profil que ces gens-là. La bibliothèque de Bordeaux a retrouvé tous ces éléments et vient nous parler du jeu Voyage avec Montaigne. Bonjour à tous. Ma collègue vous distribue un flyer qui vous... On m'entend pas?
Ma collègue est en train de vous distribuer un petit flyer pour vous expliquer un peu comment fonctionne le jeu. Voilà. Je suis aujourd'hui le porte-parole d'un projet dont la gestation va enfin arriver à son terme, là, juste avant Noël 2017, sous la forme d'une boîte de jeux. Ce projet dynamique, dont la concrétisation est le fruit d'un travail de groupe porté par 2 conservateurs de la Bibliothèque de Bordeaux, en l'occurrence Nicolas Barbet et Justine Dujardin, a été riche pour tous. Je voudrais vous conter cette belle histoire humaine qui est faite de rencontres, de difficultés traversées, de mauvais timing aussi. J'y reviendrai. Et puis aussi de bons, puisque voilà, nous sommes là aujourd'hui et que le jeu va bientôt sortir. Et que vous allez bientôt pouvoir acheter ce jeu. Certains éléments de construction du projet seront passés sous silence aujourd'hui parce que je voudrais garder surtout l'essentiel. Je commencerai par vous expliquer un petit peu la genèse de ce projet. Je vous parlerai de l'édition d'un prototype du jeu qui va tourner dans la salle, du financement de ce projet qui aboutira donc à la signature d'une convention de partenariat. Alors le point de départ de cette aventure, c'est une manifestation patrimoniale qui a eu lieu entre le 13 septembre et le 17 décembre 2016. L'objectif principal était de proposer une nouvelle forme d'exposition qui devait désacraliser un petit peu le sujet choisi, en l'occurrence Michel de Montaigne. Il pouvait apparaître plutôt classique en apparence. Les réunions de préparation commencèrent au début de l'année 2015. Et c'est en mai 2015 que nous sommes assez nombreux à assister à une réunion de brainstorming avec une demande très claire, proposer des idées d'animation, de contenu décalé. Donc on peut citer certaines idées retenues, comme une murder party, du body painting, et aussi un jeu de société. Et l'idée du jeu a tout de suite séduit le commissaire d'exposition, qui est le conservateur Nicolas Barbet. Ce jeu, dans un premier temps, il devait être une alternative au catalogue d'exposition traditionnel. Donc très vite, on a mis en place un cahier des charges concernant la forme du jeu. Ça fit consensus tout de suite. Ce qu'on voulait, c'était un jeu de plateau, accompagné de pions, de cartes. Il devait être facile d'accès, jouable entre 2 et 4 joueurs, un jeu familial, et surtout, son prix devait être abordable. La rencontre avec Montaigne, son œuvre, son époque, devait se faire de manière simple, ludique. La partie de la vie de Montaigne qui nous paraissait la plus transposable était son voyage à travers la France, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie en 1581. Il est parti sur son cheval de Bordeaux et il a traversé la France. Il allait en Italie, à Rome, à Florence. On trouvait ça sympathique. Je tiens à souligner que c'est un projet qui me semble nouveau en France. Voilà, on partait complètement de zéro et l'objectif était de travailler avec un concepteur professionnel qui devait nous aider à créer un jeu. Là, l'image que vous voyez, c'est le tout premier prototype du jeu. On a passé quelques soirées dessus. Je peux vous dire que j'ai mis du temps avant de réussir à comprendre comment ça fonctionnait. Voilà, donc ça, c'est le premier prototype. Et celui qui tourne dans la salle, là, c'est le deuxième qui est vraiment un prototype très abouti. Vous pourrez voir. Alors, je vais passer sur les longues recherches qu'on a pu avoir pour trouver quelqu'un pour travailler avec nous. Et c'est finalement un contact avec l'IUT du GAL. Alors, le GAL, c'est la gestion animation ludothèque. C'est l'IUT qui forme les futurs ludothécaires. Le projet a pu enfin prendre forme grâce à cette rencontre, notamment avec Stéphanie Ruby, qui est responsable pédagogique au GAL, et qui a tout de suite plébiscité le partenariat entre bibliothécaires et ludothécaires. Elle nous a proposé de travailler avec 2 étudiantes, Laetitia Rodet et Anne Mazet, qui ont construit leur projet tutoré autour de la recherche de ce fameux concepteur professionnel. Et elles ont réussi à nous présenter Serge Combat à Ludocom,
Donc, si c'est possible, super, merci. Pour vous montrer le site de Serge. Voilà, il n'en est pas du tout à un coup d'essai, hein, ce monsieur. C'est un passionné qui travaille depuis longtemps sur le jeu et qui fait des jeux pour le bonheur d'en faire. Il a fait Corto Maltese, hein, notamment, qu'on a vu sur le pont tout à l'heure. Il travaille aussi sur Vignoble en ce moment. Et donc là, il va lancer Voyage avec Montaigne. À cette étape-là, on est en décembre, janvier 2016. On doit commencer l'exposition en septembre. Le temps presse. Notre volonté première, c'était de proposer un produit fini lors de la manifestation. Malheureusement, ça n'a pas pu être possible. Le temps entre la réunion du mois de mai 2015 et ce début de manifestation était trop court pour proposer un projet finalisé, donc, comme vous allez pouvoir connaître dans quelques semaines. Et Serge, il a été très réactif. Il a su mettre au point 4 prototypes d'excellente qualité pour le début de l'exposition. Et parallèlement, donc, on a pu proposer un volet animation assez important à la bibliothèque. Il y a eu un blog, le blog, voilà. Et puis si vous allez au bout de la ligne, voilà, le jeu avait sa petite page. Voilà. On a pu permettre au public de découvrir le jeu. Alors on faisait jeu à la volée, par exemple. Jeu à la volée, c'était un bibliothécaire qui se place dans la bibliothèque, qui a le jeu avec lui et qui propose aux gens qui ont envie de jouer avec lui. Voilà, un bibliothécaire maître du jeu le temps d'une partie. On a fait aussi 2 soirées jeux. Alors, on a ouvert la bibliothèque après 19h et on a proposé aux gens de venir jouer avec nous, alors à Montaigne et puis aussi à plein d'autres jeux. On avait réussi à travailler avec l'association Ludoludique. Ils étaient très contents de venir avec nous et donc ils avaient plein de boîtes de jeux. On avait une 40aine de jeux avec nous et on jouait avec les gens comme ça jusque très tard. C'était très chouette. Bon, cependant, voilà, arrive la fin de la manifestation, il n'y avait rien qui nous permettait de nous dire que le jeu serait un jour édité, même si le travail était très, très, très fécond, que voilà, Serge avait pu trouver une mécanique de jeu très rapidement sur l'idée du voyage. Enfin, voilà, c'était complexe. Le financement était complexe, vous l'aurez deviné. C'est le point le plus périlleux de cette aventure. Enfin, je pense que dans ces cas-là, c'est toujours le point le plus périlleux. Ça a été difficile autant dans la dimension prototype que dans la dimension finale de pouvoir trouver un financement correct. Le budget de la manifestation ne permettait pas vraiment d'englober ce financement de création de jeux, ni même d'un prototype. On a aussi essayé d'aller vers le mécénat, mais bon, voilà, ça n'a pas fonctionné. Le crowdfunding aussi, je ne sais pas si certains sont au courant, mais notamment il y avait le Cénotaphe au musée d'Aquitaine qui avait pris déjà la place, donc on ne pouvait pas travailler avec un crowdfunding. Donc voilà, ça a échoué, c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment, mais on a continué à travailler. Il y a eu beaucoup de négociations entre la bibliothèque, la ville de Bordeaux durant ces derniers mois, et on a réussi enfin à signer une convention de partenariat au printemps 2017. Voilà, c'est tout récent. Donc entre la ville de Bordeaux et les éditions Ludocom, je vais vous dire un petit peu les principaux éléments de cette convention. Donc c'est l'association entre 2 partenaires, la ville de Bordeaux et les éditions Ludocom pour une publication là en octobre-novembre 2017. Le tirage prévisionnel est de 3000 boîtes, dont 1000 exemplaires pour la ville de Bordeaux. Quand on achète 1000 boîtes à prix coûtant du jeu, soit 10,90 €, pour le prix de vente du jeu à 19,90 €. Donc on a réussi aussi à faire que le jeu ne coûte pas trop cher à l'achat pour le public. 600 boîtes, des 1000 boîtes que la bibliothèque récupère, 600 boîtes sont destinées à la vente et 400 seront, elles, destinées aux dons gracieux dans un contexte de communication interne et externe. On va avoir un habillage spécial ville de Bordeaux. Le flyer que je vous ai transmis, c'est l'habillage de Bordeaux. Voilà, Serge, il a conçu 2 habillages différents
Donc lui, il aura cet habillage-là hein, pour les boîtes que vous allez pouvoir acheter dans le commerce. Et puis la bibliothèque de Bordeaux aura un habillage différent. Et l'édition sera aussi faite en bilingue. Voilà. La vente se fera dans les services municipaux, notamment à la bibliothèque. Et puis aussi, les boîtes seront déposées dans des boutiques. Donc, vous avez vu, le budget est donc de exactement 10 200 €, en comptant les prestations d'édition et l'achat des exemplaires. Donc voilà, pour essayer un petit peu de se dire pourquoi ce projet est inventif, il me semble que c'est un projet assez nouveau en France et qu'on est les premiers à nous être lancés dans l'aventure. Ce qui est fort dans ce projet, c'est le partenariat entre les bibliothécaires et les ludothécaires qui fut vraiment très riche. Il me semble que ce sont deux mondes très complémentaires. Et puis on s'est découvert et on s'est apporté durant cette période. La réussite de ce projet démontre, il me semble, que le jeu de société tient une place qui tend à se préciser avec le temps. Voilà, le jeu, clairement, est attendu en bibliothèque. On peut citer d'autres expériences, quand on pense à Saint-Médard-en-Jalles avec la Ludomédiathèque, d'autres bibliothèques qui maintenant ont des jeux dans leur fonds, qui proposent aux lecteurs. Voilà, ce sont des choses qui se mettent en place et qui deviennent fortes. Ça en découle ça crée du lien entre les services, entre les partenaires. Maintenant, on est en lien avec les ludothécaires de la Cube et aussi autour, du lien avec les usagers quand on joue avec eux. Les associations qu'on a découvertes. La bibliothèque est désormais insérée dans le réseau très actif du jeu bordelais. On a pu découvrir qu'il y avait beaucoup de gens qui jouaient autour de Bordeaux, beaucoup de créateurs qui étaient installés dans des toutes petites communes. Voilà, c'est très riche, très important, très actif. Il y a un poste de chargé de la médiation ludique qui a été créé entre-temps à la bibliothèque. Et puis, c'est un formidable produit d'appel pour la bibliothèque. C'est un outil de valorisation des fonds. Nous, ce qu'on a apporté, donc c'est notre travail de bibliothécaire. Alors, tous les visuels viennent des fonds de la bibliothèque. Et puis aussi toute la recherche autour du voyage, c'est nous qui l'avons apporté. Des citations, c'est nous aussi qui l'avons apporté. Serge a apporté ce qu'il peut apporter en tant qu'éditeur, et puis sa mécanique de jeu, etc. Et puis nous, on a apporté l'autre volet. Donc il valorise les fonds, il sera distribué aux visiteurs importants de la ville, il sera transmis aux ambassades, aux instituts français. Voilà, en conclusion, ce que je peux dire, c'est que la réussite, je pense que c'est un projet qui va aller vers une réussite. Je souhaite longue vie à ce jeu qu'a créé Serge. Pour moi, il redynamise l'entrée du jeu en bibliothèque, c'est certain. Et puis ce partenariat entre la ville de Bordeaux et Ludocom aura permis aux éditions Ludocom de lancer ce jeu. Donc si on peut regarder la page Facebook de Ludocom. Donc voilà, un achat à prix coûtant de 1000 exemplaires sur les 3000 boîtes qui vont très prochainement être commercialisées. Pour moi, la bibliothèque, elle remplit son rôle d'aide aux petits éditeurs. C'est comme un effet levier. Ce partenariat, il a permis à la bibliothèque de pouvoir entrer dans le monde du jeu, etc. Et puis la bibliothèque, de son côté, aura permis à Serge de pouvoir lancer son jeu. Donc j'espère que ça fonctionnera bien. Il faut voyager pour frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui. Il y a plein d'autres jolies phrases dans le jeu, écrites par Montaigne dans les essais. Donc voilà, on n'est pas obligé de connaître les essais par cœur pour pouvoir jouer au jeu. C'était notre intention. C'est pas un Trivial Poursuite non plus, où celui qui connaît le plus de choses sur Montaigne gagnera. Pas du tout. Non, c'est un jeu ludique où on approche la vie de Montaigne, son temps, et puis ce qu'il a écrit, parce que du coup, on l'a beaucoup entendu ces derniers temps, mais il est très actuel, Montaigne, dans ses paroles. Et effectivement, là, c'est retranscrit à l'écrit dans ce jeu. Donc voilà, je lui souhaite longue vie. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Alors, avant de lancer le débat, parce que je voudrais aussi qu'on finisse par un moment d'échange, j'appelle François Gilardi pour qu'il nous donne ce retour
sur notre 3e journée régionale de l'inventivité en bibliothèque qu'il a gentiment accepté de nous donner. Et ensuite, la parole sera à vous pour soit vous poser des questions ou avoir des remarques. Et toutes les questions sont bonnes, je dis ça particulièrement en direction de la quinzaine d'étudiants de Poitiers qui nous font l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir. Bon, j'ai pas mal d'idées, mais elles sont encore un peu emmêlées. Dans ce genre d'exercice, il y a un truc qu'on peut utiliser qui est le nuage de mots. Voilà, j'ai entendu un certain nombre de mots. Je ne peux pas me livrer à cet exercice parce qu'il y a des mots que je ne connaissais pas. J'ai entendu, alors je croyais connaître des herbages, mais non, je ne connais pas des herbages. J'ai appris récemment ce que c'était qu'un tuto. Donc pas de nuage de mots. Juste quelques constats et des observations à l'issue de cette, à l'issue provisoire de cette journée. D'abord, comme journaliste ou responsable de presse, j'ai constaté avec intérêt que la presse écrite n'était pas la seule à devoir réfléchir et se réinventer pour retrouver ou trouver son public ou de nouveaux publics. Manifestement, le monde de la bibliothèque est engagé autour de l'écrit vers des réflexions qui ressemblent fort à celles que la presse écrite remue depuis, on peut dire, des décennies, mais je pense que c'est à peu près les mêmes temps de la bibliothèque. À ce sujet, j'aurais été totalement comblé si dans les projets, il y avait eu quand même un petit contact avec la presse écrite qui doit être un peu présente dans les bibliothèques. Donc s'il y avait des idées de projets qui associeraient les journalistes et la presse écrite à des... il y a des terrains d'inventivité dans ce domaine, à mon avis, sans limite. Et l'expérience que j'ai de la semaine de la presse à l'école prouve qu'on peut aussi faire beaucoup pour faire découvrir l'écrit de l'information, les mécanismes de l'information qui relèvent, à mon avis, de choses qui ressemblent un peu à des choses qu'on a vues ici. Autre remarque, je dirais que vous avez beaucoup de chance. Ah bon, on a de la chance? Oui, vous avez beaucoup de chance de travailler dans un secteur qui excite encore l'inventivité des architectes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se construit dans les communes? Ce sont des médiathèques de toutes les tailles. Deuxième chance, quand elles sont construites, elles le sont en général en lien proche avec les professionnels. Et donc, le bâtiment de la bibliothèque évolue. Là, vous allez découvrir l'Alpha, qui, pour l'essentiel, me semble très réussi, même si la taille de l'auditorium convient pas exactement à une réunion comme celle-là. Mais bon, c'est excitant d'être dans à mon avis, dans un secteur professionnel avec ce champ de construction et d'ouverture à de nouvelles pratiques, parce que, ça je l'ai entendu aussi beaucoup aujourd'hui, les locaux s'adaptent aux nouvelles utilisations. Je pense que c'est une chance. Si on veut un point de comparaison, par exemple, prenons ce bâtiment qui a été construit dans l'ignorance absolue de ce qui devait s'y faire, de ce qui pouvait accueillir, et qui donne un geste architectural virtuose, mais vide. Voilà, non, c'est juste... je voulais la placer, celle-là. C'est dit. Merci. Cette chance, évidemment, on l'a vu là, vous la méritez. J'ai été marqué par, c'est valable ici, c'est valable ailleurs, par la part d'audace que contient toujours l'inventivité. Inventer, c'est risqué, quel que soit le contexte. Alors,
quelquefois, vous êtes dans un environnement favorable, avec des élus ouverts et des administrations aux petits soins. Donc ça aide, ça ouvre des champs de liberté intéressants. Et je vois que ces champs de liberté sont utilisés. C'est pas toujours simple. L'innovation fait toujours un petit peu peur. Bon, j'ai été aussi marqué par la passion. Je pense que c'est le ressort le plus évident de toutes ces inventions et de tous ces projets. Ils sont portés par des gens ils sont portés avec passion. Je pense que c'est ça qui passe le plus. D'entendre voir qu'est-ce qui a été fait au Hayan ou à Périgueux ou ailleurs, on découvre des choses vraiment très intéressantes. Ce qui passe le plus, à mon sens, c'est la passion. C'est ça qui est transmis. C'est vraiment l'implication personnelle, presque émotionnelle, des gens qui se lancent. Et je pense que c'est un carburant indispensable à la mise en œuvre de projets innovants, précisément pour surmonter une éventuelle appréhension, une éventuelle peur d'inventer. Bon, dernier point, je crois, oui. Je suis dans les temps, là, formidable. Oui, dernier point, ce qui m'a touché aussi, alors également comme journaliste, c'est l'ouverture aux autres. Ça, c'est vraiment, alors là, pour le coup, une dimension qui a couru tout au long de la journée, et c'est comment dire, c'est porteur de chaleur, une ouverture aux gens dans leur diversité. Et je dois dire que ce mariage de l'écrit et de la vie, tout simplement, là, le journaliste apprécie beaucoup. Merci. Ou s'il y a des questions qui fusent maintenant par rapport à l'intervention de François Gilardi, vous pouvez les poser. Voilà. Maintenant, la parole est à vous par rapport à tout ce que vous avez pu voir depuis ce matin. Si vous avez des questions, des réactions, soit très précises par rapport à un projet, vous vouliez rebondir dessus parce que vous voulez savoir combien ça coûte, voilà. Soit de manière générale par rapport à notre métier, soit plus précisément de la part des étudiants qui sont dans la salle. Vous pouvez vraiment profiter de l'occasion pour poser des questions professionnelles. Allez-y. Bon, on me donne d'office un micro, donc c'est à moi de faire une remarque. Donc je n'en ai pas spécialement, mais moi je retirais de cette journée, d'abord merci François pour ce retour, et c'est vrai, ces liens humains qui sont si importants dans cette journée. Le seul retour que je pourrais faire comme ça, vu qu'on me donne un micro, c'est surtout l'utilisation de l'image en bibliothèque, qui est très intéressant. Et moi, j'aurais voulu savoir si la plupart des bibliothèques qui sont ici utilisent aussi la vidéo, la caméra, le cinéma, l'image de façon générale et le numérique de façon aussi plus large. Parce que on a vu beaucoup d'images, finalement, dans un métier qui était traditionnellement tourné vers l'écrit. Donc c'était quelque chose qui était intéressant. Et puisque nous avons des étudiants, je voudrais savoir comment ils appréhendent maintenant leur métier de bibliothécaire. Répondre par rapport à l'utilisation de l'image dans les bibliothèques ou comme... Oui, c'est vaste, c'est vaste. Voilà.
Désolé. Hein. Ah ben voilà. Non, juste sur la question de l'image à notre niveau, il ne faut pas oublier certes, on a un métier de l'écrit, mais on a aussi un métier de la communication. Et il ne faut pas l'oublier. Et donc, du coup, forcément, passer par l'image me semble être normal. Accessoirement, on a aussi peut-être des équipes de com qui ne voient pas trop ce que sont en train de devenir les bibliothèques d'aujourd'hui aussi. Donc, des fois, peut-être il vaut mieux s'en occuper nous-mêmes. Bien, je pense que vous avez dû très très bien manger ici. Nadine. C'est juste par rapport à la présentation des conteuses. J'ai pas compris à la fin l'album chanté. J'ai pas compris s'ils avaient édité un album, s'ils avaient enregistré un CD. Voilà. Casseneuil, où est-ce que vous êtes? Quelqu'un veut répondre? Où est-ce qu'ils sont? Là-bas. Oui, on est un peu désolé parce que le diaporama n'a pas été vu dans son intégralité, donc du coup c'était peut-être plus parlant au niveau du diaporama. Donc en fait, ce qu'on veut dire, c'est que l'album chanté, c'est un album, comme je les ai cités tout à l'heure. Je ne sais pas si vous connaissez La berceuse du Merle, qui se prête totalement à ça, d'Anne Brouillard. Donc ce sont des albums un peu, il y a une certaine lenteur, il y a une notion de temps qui est importante. Il y a l'image, mais il y a aussi les sonorités. Donc on a mis en son ces albums, voilà, qu'on a sélectionnés, bien entendu, au préalable. Et on a amené cet atelier par rapport à d'autres ateliers qu'on amène. Pourquoi? Parce que d'abord, on est très attaché à l'album, on est très attaché à l'image, mais on est surtout aussi attaché à l'idée que l'enfant, qu'il y ait des silences dans l'album. Et c'est le cas dans ces albums-là. Et donc, ce sont des albums qui se prêtent au chant. Je crois que la question a trait aussi à l'album lui-même. C'est quelque chose que vous avez édité ou l'album physiquement, à quoi il ressemble, comment il est fabriqué? Pas du tout. Ce sont des albums que nous adaptons. Donc, on les a amenés, certains. C'est des albums qui sont préexistants, d'accord. Tout à fait. Et qu'on adapte pour le public, justement, qu'on met un petit peu en scène de façon très simple, toujours. Voilà, et donc on a un public qui n'est peut-être pas habitué à ces images un petit peu contemplatives, ces illustrations qui sont de l'ordre du contemplatif. Donc il y a des silences, c'est ce que je disais, c'est chanté, du coup ça laisse un peu le public dans une espèce d'interrogation aussi, parce qu'ils ne sont pas habitués, ni les enfants, ni les adultes. Voilà. Et ça laisse la place à la relation surtout, avec le public, avec de très très beaux albums. Nadine, ça répond à ta question. Du côté des jeunes étudiants, est-ce qu'il y a des questions générales, précises? C'est le moment, profitez-en. Ça fait rien. Après, on va manger d'excellents gâteaux. Donc, ce sera le moment de papoter. Oui, oui, ils sont super. C'est encore moi. Je voulais savoir, en gros, le B2I, quelles sont les compétences? Enfin, quelles sont les compétences que doivent acquérir les gens qui s'inscrivent pour obtenir leur diplôme de trucs informatiques? Philippe? Alors, on va les remettre. Juste pour que vous les ayez. Alors en fait, les voici, vous en avez 5. Ça commence par l'environnement informatique. Donc c'est en gros identifier là c'est l'écran, là c'est la souris, là c'est le clavier. Au niveau des périphériques, mais ça va un peu au-delà. C'est en gros à quoi sert un ordinateur pour rentrer un peu dans
dans la machine, entre guillemets, et savoir vraiment comment ça fonctionne. Être capable d'identifier les câbles, etc. C'est un peu tout ça. Après, vous avez la recherche de l'information. Donc, c'est comment faire une bonne recherche de l'information, tout simplement. Traitement et production, ça va être tout ce qui est traitement de texte, par exemple. Mais un peu au-delà, ça va faire le lien aussi avec la communication, comment on est capable de communiquer aujourd'hui. On appréhende... en gros, les moyens de communication collaboratifs aussi, un peu de réseaux sociaux, mais aussi le blog, par exemple. J'ai fait un atelier blog. Attitude citoyenne, ça va être comment on se comporte sur Internet. En fait, c'est vraiment très complet. C'est comment on peut acquérir juste les bases pour savoir se débrouiller. En fait, voilà, c'est un bon kit, mais ça va quand même au-delà parce que l'environnement informatique, par exemple, ce n'est pas juste... là, c'est une souris, clic droit, clic gauche. C'est aussi vraiment comment fonctionne un ordinateur. Pour la communication, c'est important aussi parce que c'est les réseaux sociaux, c'est vraiment les nouvelles façons de communiquer sur Internet, la messagerie. C'est vraiment très vaste. Juste pour préciser, toutes les bases de ces domaines de compétences-là. Donc, il y a un site sur lequel vous pouvez tout retrouver, c'est EduxCall, si vous avez besoin. Ça, c'est première info. Mais tout ça, c'est basé sur un référentiel européen. C'est aussi pour ça que c'est un diplôme d'éducation nationale et c'est aussi pour ça que ça nous intéressait. C'est que le diplôme est reconnu au niveau européen et sur une base de compétences européennes. Donc le référentiel est quand même, en plus, porté... Alors, je ne minimise pas notre talent en tant que bibliothécaire, mais l'éducation nationale a des vrais pédagogues, c'est leur métier. Et du point de vue du contenu de ce qu'ils apportent, c'est incroyablement riche pour nous et ça paraît tellement évident, en fait, aujourd'hui. Donc, oui. Alors, j'ai 3 candidats qui cherchaient à vraiment à passer ce diplôme, mais qui sont venus à tous les ateliers. Comme j'ai dit, ça peut être très libre, c'est-à-dire que j'ai une personne, je ne l'ai jamais vue en atelier, mais elle a quand même été diplômée. Et du coup, les personnes ont suivi donc, une session de 5 à 6 mois et ont participé à 18 ateliers à raison d'1 heure par semaine. Plus, je ne compte pas la rencontre évidemment individuelle avec les personnes pour leur expliquer ce qu'était le B2I, à quoi correspondaient les domaines, ce qu'on leur demandait. Il y a ce qu'on appelle un test de positionnement avant de commencer les ateliers pour savoir où la personne se situe. Moi, je fais un petit entretien pour savoir, par exemple, il y a des personnes qui disent « Ah non, je veux tout reprendre depuis le début ». Alors, on se rend compte vite, par exemple, qu'il y a des choses que les gens connaissent, mais dans la pratique, ils le font, mais en théorie, par exemple, il va leur manquer des éléments, mais c'est pas grave. Nous, on évalue 70%, en fait. Donc, il y a une marge de manœuvre, et par exemple, c'est dans la souplesse, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire du travail à la maison, réaliser un document multimédia, me l'envoyer et ils n'ont pas besoin de passer la compétence, par exemple. Donc c'est vraiment très souple. Alain, tu voulais dire quelque chose que malheureusement le chauffeur de bus s'impatiente. Il y a plus grave dans la vie. Non, c'est une question que je posais à nos collègues de Lormont, parce que les BiblioKids m'ont grandement intéressé aussi. Je voulais savoir si les kids avaient exprimé à un moment donné l'envie d'autres missions en interaction avec le public, orienter les usagers, produire des coups de cœur, donner des conseils ou ce genre de choses. Très rapidement, de façon qu'on ne perde pas la possibilité d'aller en bus. Oui, mais nous on a l'habitude des bus en retard. Oui, tout à fait, vous avez raison. Donc les BiblioTech, oui, déjà les coups de cœur, c'est déjà fait. Ils ont une table réservée pour eux, puisque les livres qu'ils rapportent, ils les rangent aussi, donc c'est source d'échange. Et on a des bibliothèques qui sont partis avec des livres que les autres ont lus. On a fait des panneaux là-dessus. Et comme l'action continue l'année prochaine, avec l'arrivée d'un nouveau service civique, bien sûr, on va lui donner des prolongements. Les conseils, on y a pensé aussi. Donc, et pour l'année prochaine, on a un autre projet aussi. Peut-être qu'on sera là l'année prochaine, la troisième fois consécutive à la journée de l'inventivité, je ne sais pas. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui vit en permanence, en fait. De toute façon, vous le savez, en bibliothèque, le public, ça vit en permanence. Moi, ça fait 12 ans que je travaille en bibliothèque. Je ne vois plus du tout la même chose au niveau des publics.
On ne sait plus maintenant, en heure ouverture du public, si on aura du monde ou pas. C'est à nous aussi, les bibliothécaires, d'aller les chercher, d'écouter aussi ce qu'ils ont à nous dire, d'avoir le sens de l'observation, la curiosité, et puis de travailler en proximité avec eux. Donc oui, pour répondre à votre question plus précisément, oui, des prolongements sont prévus, mais on va attendre aussi ce que les enfants ont à nous dire. Pour nous, c'est le plus important. Voilà. Grand merci et bravo à vous. Merci et bravo à tous d'être venus à cette 3e journée. On était 200. Donc maintenant, on rejoint les navettes. Vous avez naturellement au passage repéré quel groupe vous attend pour les visites sur les tables et quel guide vous attend. Et voilà, et à tout à l'heure à l'Alpha. Et merci à tous. Alors, juste un merci particulier à l'équipe de la Cité, et en particulier à Catherine Ferrérol. Il y a des questions sur le jeu pour Casse-d'œil. Et la boîte de jeu de Bordeaux, est-ce qu'elle peut redescendre, s'il vous plaît? Elle est là. D'accord. C'est une grande expérience de ça, évidemment, la Bibliothèque Monde. Enfin, qui a été en difficulté, là. Mais bon, la relation là. Mais oui. Et après, c'est vrai que c'est à maîtriser, il y a un contrôle à garder de cette chose-là, parce que moi, j'ai aucun souci avec ça. Bonjour, ça va bien? Ouais, très bien.